Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir comme tous les jeudis soirs, tous les 15 jours plutôt. C'est pas tous les jeudis soirs, c'est comme les jeudis soirs, tous les 15 jours. Et ce soir, je suis ravie d'accueillir avec moi une femme qui a une triple casquette. Elle est travel planner pour la Suisse sur Tilti, mais elle est aussi guide touristique et elle emmène pour des balades insolites et surtout authentiques. Et elle est l'autrice du livre qui sort dans 6 jours, si je ne me trompe pas, Les 100 yeux à ne pas manquer en Valais. Mais bonsoir Patricia, comment vas-tu? Bonsoir Anne, ça va bien? Merci pour l'invitation. Mais je suis ravie de faire ça avec toi parce que je te connais déjà en vrai. J'ai fait des balades avec toi et je trouve que c'est hyper intéressant. Est-ce que tu te présenterais à nos auditeurs? Oui, alors je suis Patricia, je suis native d'Auvergne, en Suisse depuis 35 ans déjà. Oh, purée. Et voilà, je te bats, hein. Tu me bats, Et oui. puis, je suis de profession hôtelière et j'ai eu une maison d'hôte pendant plusieurs années que j'ai revendue il y a peu. Et du coup, j'ai créé un service de conciergerie touristique qui s'appelle Youpi Trip. Voilà. Et Youpi Trip, ta spécialité, ce ne sont que des visites authentiques. C'est ça. Authentique. Alors, le mot authentique, c'est large, du coup. Ouais, oui, c'est large. C'est hors des sentiers battus, à la découverte des peuples et des régions. Donc voilà, est-ce que tu veux en rajouter un petit peu plus sur le authentique? Alors, c'est surtout quelque chose d'hyper personnalisé, puisqu'en fait, j'organise des tours privés, que ça soit en individuel ou pour des groupes, et ça va être personnalisé en fait à chaque personne, en restant sur des thématiques qui me tiennent à cœur, qui sont le patrimoine, le terroir, et puis aussi l'histoire locale. Mais chaque tour est unique en fait, et il n'y a pas un tour qui se ressemble. C'est que du sur-mesure. C'est que du sur-mesure. Que du sur-mesure. Et puis, quand tu dis patrimoine, en plus, tu habites dans un canton qui m'est cher, le Valais. Du coup, c'est vrai que question patrimoine, en plus, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a une grosse histoire. Alors après, la Suisse en général, hein, mais c'est vrai qu'en Valais, c'est particulièrement important. Il y a un petit plus. Oui, il y a un petit plus, c'est vrai. Mmh. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on parle un petit peu justement à nos auditeurs qui auraient envie de venir en Suisse s'ils ne le sont pas déjà. Donc, je vais un petit peu, j'ai un petit peu organisé notre réunion à travers plusieurs points. Donc, je vais d'abord parler de la planification un petit peu en général, des découvertes, des visites qu'on peut faire ici, des expériences, des activités, en passant par la gastronomie et les traditions qui sont assez fortes, qui sont très marquées même en Suisse. Aussi des choses pratiques comme les transports et les déplacements. Et je pense que quand on aura déjà parlé de tout ça, eh ben, on aura déjà fait un bon tour, un bon tour. Donc, pour toi, Patricia, quel est le meilleur moment pour visiter la Suisse en tenant compte du climat et des activités saisonnières? Même si je sais ce que tu vas me dire. Alors, pour moi, il n'y a vraiment pas de saison. Je le savais. Il n'y a vraiment pas de saison parce que je pars toujours de l'idée que si on peut vivre 365 jours sur un territoire, on peut accueillir ce même nombre de jours. Après, effectivement, il y a pas de meilleure saison, mais il y a la saison adaptée à ses envies. Euh, c'est clair que si on vient pour le ski, bah là, c'est une évidence, ça sera l'hiver. Mais en termes de climat, la Suisse est tellement diversifiée et avec aussi des microclimats qu'on peut on peut passer des vacances euh, au soleil et avec un climat, et avec un bon climat sur des intersaisons comme le printemps et l'automne.
Et du coup, je proposerai jamais les mêmes cantons ou les mêmes régions selon les saisons. Par exemple, au printemps, ma petite préférence ira pour la région des lacs. Alors que ça soit Lac Léman ou la région des Trois Lacs. Donc Le Valais étant aussi... Jura, qu'est-ce que je dis, Jura? Voilà, région des Trois Lacs, donc Neuchâtel, Bienne et Morat. Je te remercie. Aussi le Valais, mais du coup le Valais, la plaine du Rhône, et pas forcément les montagnes, puisque c'est vrai qu'en montagne, il n'y a pas forcément de printemps en Valais, donc le printemps va être plutôt dans la plaine du Rhône. Et sinon, si on prend une saison comme l'automne, alors là, évidemment, incontestablement, c'est en Valais qu'il faut être, C'est en puisque Valais. le microclimat fait qu'on connaît l'été indien, et la meilleure période contre toute attente est le mois de novembre, Ouais. où on a un soleil de dingue, avec des paysages qui sont incroyables, quoi. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de saison. Non, il n'y a pas de saison. Et pour dire aussi que le Valais est particulièrement beau en automne, puisque c'est quand même un pays vigneron. Et donc, les vignes prennent leur couleur or, et même la montagne en général prennent la couleur or. Et souvent, il y a un ciel bleu intense qui est tellement beau. C'est vrai que je t'avoue que j'ai un petit coup de cœur aussi pour le Valais en automne. Je comprends. Parlons maintenant un petit peu question budget. C'est quoi le budget pour organiser, pour venir en Suisse? Parce que ça a quand même une réputation d'être très cher. Est-ce que tu as un petit peu une base à nous donner, une fourchette plutôt? Alors, j'ai pas vraiment de fourchette, mais en tout cas, je m'efforce toujours de casser ce mythe de la Suisse chère. Oui. Je vais pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe, hein. C'est clair que si on va sur des hauts lieux touristiques comme Interlaken, la Jungfrau, Lucerne, va falloir quand même un petit peu casser la tirelire, ça c'est vrai. En revanche, il existe une Suisse qui est accessible, que moi je qualifierais même de moins cher que la France. En revanche, Il va parce que falloir tout que tu n'est nous pas donnes des aussi, bonnes adresses là. Hein. ouais, tout n'est Il y pas a tout n'est beaucoup pas de gens aussi qui sont simple. intéressés pour savoir ça, justement. Ouais. Alors, en revanche, tout n'est pas aussi simple. C'est que cette Suisse peu chère est difficile d'accès en termes d'information. C'est-à-dire on va peu trouver d'informations sur cette Suisse-là, puisque nos institutions touristiques vont plutôt mettre en avant les highlights plutôt que ces petits coins qui ont finalement peu de portée économique. Et mon rôle, il est là. Il est là justement, c'est d'ouvrir les portes de cette Suisse-là. Et on peut voyager en Suisse sur le même budget qu'on aurait voyagé en France, pour prendre un exemple. D'accord. Donc alors est-ce que tu aurais un exemple d'endroit, par exemple, ou d'hébergement où on pourrait se dire: «Tiens, c'est vrai qu'on s'y attendait pas»? Bah, la vallée dans laquelle je vis, le Val d'Airain, est pour moi l'exemple type de ça. Et c'est pas la seule, mais c'est en tout cas celle que je connais le mieux, donc je vais parler de celle-ci. Mais donc c'est vraiment une vallée préservée et hors du temps. Et on va trouver des hébergements à 50 euros par personne, ce qui est enfin, peu fréquent en Suisse, quoi. Oui. Enfin, si on prend les highlights, c'est même impossible. Ah bah, à Montreux, tu trouveras pas ça, Mais par exemple. voilà. Mais C'est pas possible. ces hébergements sont souvent pas en ligne. Je veux Oui. dire, on les trouvera pas sur Booking, on les trouvera pas sur les grandes plateformes, et souvent n'ont même pas de site internet. C'est-à-dire que tout ça, c'est des petits hébergements intimistes qui ont parfois entre 3 et 8 chambres. Je dirais que c'est vraiment la majorité. Et du coup, leur distribution se fait comme ça, de manière très intimiste, de bouche à oreille, par recommandation des habitants, par par la fidélisation. Et voilà. Et il y en a plus qu'on ne le pense. Ah ah! Tu nous intrigues. C'est là qu'est toute la panoplie du travel planner, finalement.
sur des points comme ça, justement. Ouais, c'est en tout cas mon angle, c'est effectivement de casser un peu ces clichés, ces idées reçues. Mais les clichés existent, ils sont pas là pour rien, et au contraire, il faut des clichés touristiques. Mais mon rôle, c'est aussi de dire, bah, la Suisse, ce n'est pas que ça. Et le fait d'être originaire bah, de France, d'avoir aussi un peu voyagé, me permet aussi d'avoir ce double regard en fait, et de savoir finalement quoi proposer à mes hôtes francophones, qu'ils soient de France ou Belgique ou d'ailleurs. Ouais. Ok. Alors, une question que j'aime bien poser, combien de temps à l'avance, justement, et puis combien de temps à l'avance, puis pour quelle durée réserver un hébergement, réserver un séjour en Suisse, organiser notre séjour en Suisse. Ce soir, je bafouille un petit peu, il me semble. Alors, pour organiser un séjour en Suisse, je dirais que la dernière minute pourrait très bien aller, même si on la recommande jamais. Non. Le piège de la dernière minute, ça va être l'hébergement. La Suisse est un petit pays où il y a une offre hôtelière, enfin d'hébergement, qui est finalement peu diversifiée. Donc, plus on s'y prend à l'avance, plus on aura ces petits hébergements cachés. C'est clair qu'en dernière minute, il y a peu de chances de les obtenir, et du coup, on n'aura pas le choix d'aller sur des hébergements un peu plus, ce que moi je vais dire, dits de masse, quoi. Ouais. Et aussi avec des tarifs qui peut-être peuvent être élevés. Mais c'est le seul bémol finalement, parce que sinon on pourrait très bien le vendredi se dire, tiens, j'ai 3 jours devant moi, je suis à Lyon, je dis, bah tiens, où est-ce que je pourrais aller? Et ben je prends ma voiture, je suis flexible, et je vais en Suisse, et puis je cherche un peu, et je vais trouver, même en dernière minute. Oui, je pense. Je fais exception du 15 juillet, 15 août, où là, tout le monde se donne rendez-vous au même moment, mais ça, je crois que c'est sur la planète entière. Au même moment et aux mêmes endroits. Et aux mêmes endroits. Mais ça, c'est pas spécifique à la Suisse, on est comme ça. Comme ça, partout, les vacances scolaires, et voilà. Oui, oui. Et je pense que d'autres points du globe sont touchés quand ils sont en vacances scolaires. Mais je dirais, hormis cette période-là, on pourrait tout à fait envisager comme ça d'être très spontané, et c'est ça. Et puis le jeudi soir, être à Lyon et se dire, bah tiens, et si j'allais passer le week-end en Suisse, et let's go, quoi. Et peut-être justement de passer par quelqu'un de local pourrait même faciliter ça. Et puis, je veux dire, en 1 heure de temps, c'est organisé quelque part. Oui, c'est clair. C'est clair. Si tu es disponible. Alors, la disponibilité, en tout cas, pour organiser, elle va toujours être là, parce que je veux dire, un échange téléphonique, un entretien, ça va prendre quelques minutes, donc il y aura toujours la disponibilité. Après, il y aura peut-être pas la disponibilité d'accueillir en personne et d'accompagner en personne. Mais si déjà on a des infos, bah c'est déjà une bonne entrée en matière. Pour un dernière minute. Pour un dernière minute, oui, c'est clair. Pour un dernière minute, on est d'accord. Et je suis toujours disponible pour justement filer le petit conseil de dernière minute, et que les gens justement puissent obtenir les infos qu'ils souhaitent, et pas rester sans information. Rester sans information. Oui, ça c'est clair que toi, tout ce qui est tu es issu aussi de l'hôtellerie, si je ne me trompe pas. Donc, tout ce qui est le service client, pour toi, c'est quelque chose de primordial. Essentiel. Oui, essentiel. L'hospitalité, pour moi, je ne transige pas là-dessus, en fait. Non, c'est nécessaire. Mais ça ne se discute pas, c'est comme ça. Bah, on l'a ou on ne l'a pas, tu sais. Hein. Ouais, je ne sais pas. Alors, venir en Suisse, c'est facile, même si on n'a pas de voiture. Mais est-ce que... Surtout si on n'a pas de voiture. Surtout si on n'a pas de voiture. Mais est-ce que se déplacer en Suisse,
pour toi, c'est quelque chose de facile à faire, justement, si on n'a pas de véhicule? Je crois qu'il y a pas plus facile que ce pays-là, puisqu'il y a énormément de transports, publics. Le train dessert toute la Suisse de manière facile. C'est même parfois plus facile de se déplacer en train qu'en voiture. Perso, si je bouge du Valais et que je vais dans les villes de Suisse, je ne prends pas ma voiture, je prends le train parce que le train, en plus, c'est un voyage en soi. Mais indépendamment du train, il y a tous les bus postaux qui vont jusque dans les fonds de vallée. C'est-à-dire qu'on a des bus postaux qui grimpent jusqu'au dernier village à 2000 mètres d'altitude. Il y a les bateaux. Et tout ça est intégré en une seule et unique plateforme qui s'appelle... j'ai pourtant pas d'affiliation avec eux, mais c'est ff.ch, en fait, qui est l'équivalent de la SNCF, quoi. Oui, Mais qui, oui. voilà, et qui est la plateforme, en fait, de la mobilité et qui regroupe tous les transports publics en un seul lieu. En une seule plateforme, y compris les remontées mécaniques. Donc, c'est hyper facile, quoi. Et puis après, il y a aussi le vélo, la randonnée. Et un truc auquel on pense absolument pas, mais que moi, je parle souvent, c'est le stop. C'est vrai qu'on en fait encore. Enfin, ouais. J'en fais pas, mais c'est vrai qu'on voit souvent du monde au bord et de le la stop, route, encore. Oui. et dans nos régions, le stop, c'est la rencontre. Ah bah. Et c'est souvent un bon moyen, justement, de rencontrer les locaux, mais aussi de découvrir les villages d'un point A à un point B sans se soucier du retour au point A. Moi, j'ai une petite anecdote comme ça. Il y a quelques années, j'avais des citadins de Zurich, si je me rappelle bien, qui devaient avoir 70 ans, et qui étaient sans voiture, en plein mois d'avril. Et je leur ai fait leur itinéraire, c'était à la maison d'hôte, et je leur ai fait leur itinéraire en tenant compte de leur aller en bus postal, mais le retour en stop. Et le premier jour, ils étaient un peu sceptiques. Ils ont fait ça pendant 5 jours. Ils m'ont dit, c'est extraordinaire parce qu'on a rencontré plein de gens. À chaque fois, on disait que c'était vous. Et du coup, ils ont fait plein de rencontres, des petites choses qui ne se seraient pas passées autrement, quoi. Non. Donc, moi, je dis toujours, en Suisse, en tout cas dans nos régions, je ne sais pas après si on ferait la même chose à Zurich, à Berne ou à Bâle, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Mais en tout cas, dans nos régions de montagne, que ça soit en Valais ou en Pays de Vaud, même ailleurs, allez-y, quoi. Sortez le pouce. Mais c'est vrai. Sortez le pouce. Super souvent, on en voit. Ok. Donc, pour tout ce qui est les transports, voilà, on a fait un petit tour. C'est vrai que moi, je voulais juste rajouter qu'en plus, l'avantage de la Suisse, c'est que tout est cadencé, c'est-à-dire que quand il y a un bus qui arrive, il y a un train qui part, ou quand il y a le bus, il y a le bateau. Enfin, c'est hyper bien organisé. Donc, en Suisse, surtout, n'hésitez pas à vous déplacer, c'est vrai, avec les transports en commun. Ce qu'a dit Patricia, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment hyper bien organisé par rapport à certains autres pays que je ne citerai pas, mais dont je suis originaire. Il y a une grosse différence quand même. Tu vois de quel pays je parle, Patricia? Pas du tout. Parce que ça s'entend là, juste qu'on est deux Françaises quand même, il faut le dire. Les Suisses, ils savent faire la différence. Dès qu'on ouvre la bouche. Absolument. Non, c'est clair qu'ils savent faire la différence sur notre accent. C'est clair. Ensuite, je vais t'emmener à la recherche de tes bonnes adresses et des lieux à ne pas manquer quand on vient la première fois en Suisse. Parce qu'après, on va parler des autres fois. Qu'est-ce que tu peux me conseiller à des visiteurs qui ont envie de découvrir justement notre pays? Par exemple, c'est pas facile pour une première découverte parce que je dirais qu'il y a 2 approches. Il y a une approche qui va être plus citadine. Oui. On parle peu des villes suisses comme destination européenne. C'est vrai que nos villes suisses font pas partie des destinations européennes. Et pourtant, moi, je suis une grande fan de Bâle et Zurich et Berne. Mais Berne
est une capitale, mais c'est un village, on peut dire ça comme ça. C'est tellement joli avec ses arcades, Berne. Voilà, mais en tout cas, ces 3 villes, Bâle, Zurich et Berne, sont juste incroyables, quoi. Et c'est vrai je sais pas moi, si on est, à Paris, voilà, si on est à Paris, on va facilement aller faire un week-end à Amsterdam ou à Londres et on pense pas à Zurich alors que c'est une ville incroyable pour un week-end, quoi. Un printemps, été, automne, c'est magique. Ça, c'est pour le côté citadin. Et après, pour une découverte, je dirais, plus générale, je suis quand même très, très pro-Valais. Je dirais qu'en tout cas, le Valais, pour moi, ça reste un condensé de Suisse et je pense que c'est quand même le canton à visiter pour une première visite. Oui. Et après, en venant en Valais, je pense qu'il y a quand même des petites étapes qui s'imposent, comme le lac Léman et le Lavaux. Je Oui. veux dire, voilà, magique. Je veux dire, de toute façon, si on vient en Valais, il y a de fortes chances qu'on passe là, donc surtout, il faut s'arrêter. Ou en tout cas, la région des lacs aussi, si on vient plus du nord, de l'Alsace ou de ces coins-là, de s'arrêter en tout cas sur des régions, sur les régions de lacs. Oui. Alors surtout qu'il a précisé que le Lavaux, il est quand même classé, c'est Au vignoble en patrimoine mondial de l'UNESCO, ouais. Oui. Donc c'est vrai que c'est vraiment très particulier. On le voit sur la photo qui est derrière moi. Ce sont des vignes et qui donnent vraiment sur le lac. Donc ça, c'est vraiment un panorama exceptionnel, un Incroyable. nouvel souffle. Je ne sais pas quels sont les mots, les Alpes en Ouais. face, les Alpes partout, le Jura au loin. Et là, encore, c'est intéressant parce que le Lavaux, donc classé patrimoine mondial de l'UNESCO, on pourrait penser que c'est quelque chose d'ultra touristique. Alors oui, ça l'est pour une partie des Américains qui y vont, mais il y a plein de manières de visiter le Lavaux. Et en fait, on peut tout à fait visiter le Lavaux en évitant les groupes d'Américains et en prenant un train utilisé par les habitants au lieu de prendre une ligne touristique ou de marcher à travers les villages. Enfin, c'est le genre d'endroit qu'on peut visiter en dépensant 0 francs. Oui. Et ça, faut le dire. Et c'est vrai, et c'est très beau parce qu'en plus, il y a deux gares quasiment de chaque côté, il y a même une troisième au milieu et Il y en a même plus, ouais. Qui est régulièrement desservie, puisque c'est une très grosse ligne qui passe là. Et on peut effectivement faire des tours quasiment à plat. On croit que c'est en terrasse, on croit que c'est hyper sportif et pas du tout. On peut le faire quasiment à plat. Donc c'est vraiment. Et il y a des paysages de dingue parce que les vignes dégringolent dans le lac et à chaque fois le paysage est ponctué de villages vinicoles qui sont restés tous préservés et qui sont absolument magnifiques et qui ont en plus une architecture qui vont être différente de ce qu'on va trouver en Suisse allemande ou en Valais ou même au Tessin. Donc c'est intéressant aussi de voir ces différences architecturales d'un canton à l'autre, parce que c'est vrai qu'on dit la Suisse, mais la Suisse c'est 26 cantons et c'est 26 différences, quoi. C'est 26 différences, tout à fait. Dans le fonctionnement, dans tout, dans la mentalité, le Valais est très différent du canton de Vaud, qui est très différent. Alors après, en plus, quand on change de langue, là, c'est particulièrement différent entre les francophones, les Suisses allemands et puis le Tessin et encore les Grisons. Donc c'est vrai que c'est vraiment très riche. C'est un petit pays qui correspondrait à l'Île-de-France. Oui. Mais en même temps qui a la diversité des États-Unis, quoi. Ouais. C'est vraiment. C'est dingue. À voir. Oui, oui, oui. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu parles, tu vois, des terrasses là qui sont sur le Léman, donc du Lavaux. Et c'est vrai que récemment, j'ai été sur le lac de Bienne. Oui, sur le lac de Bienne, et on a fait justement aussi une balade dans les vignes. Ça s'appelle le chemin des vignes. Et pareil, c'est à nouveau très très différent et l'environnement est aussi extrêmement différent puisqu'en face on voit vraiment toutes les Alpes bernoises, donc là c'est encore autre chose et c'est ça qui est beau en fait. Et l'architecture aussi à cet endroit-là est très différent des petits villages dont tu parlais dans le Lavaux.
Donc ensuite, maintenant, j'arrive à quelque chose que j'aime bien et que toi aussi tu aimes bien. Quels sont les lieux uniques et hors des sentiers battus à visiter en Suisse que souvent on aime bien visiter à partir de notre deuxième voyage? Souvent, le premier voyage, ben, on veut voir l'incontournable. Et puis, à partir du deuxième voyage, on aime bien regarder les petites pépites. Que peux-tu nous conseiller? Alors, si on est plutôt montagne, ben, forcément, je conseillerais les vallées authentiques. Tu connais ma préférée. Qui est ma préférée aussi. Allez, Voilà. on vous dit où c'est. On vous C'est dit où on leur dit ou alors, pas? c'est le Val d'Airain. Alors, pour être, si on est quand même tout à fait transparent, c'est une vallée effectivement euh, authentique et préservée qui jusqu'à maintenant était plutôt méconnue, très méconnue, Oui, mais qui est en train de sortir des radars. Puisqu'on a complètement. vu, on a vu ces 2 dernières années nos amis de TF1 et France 5 s'intéressaient à notre patrimoine, nos traditions. Énormément. Donc je dirais que, alors, elle va pas de toute façon pas devenir une destination de masse avant longtemps, hein, puisque son caractère est quand même assez particulier. Mais il y a d'autres petites vallées comme ça. C'est vrai que moi j'aime parler du Val d'Airain parce que voilà, c'est ma vallée, c'est celle que j'aime. Mais elle a des petites sœurs, le Val d'Airain. Donc, il y a pas, dans les petites sœurs, et ben, il y a le Lauchental qui va être la frontière entre le Valais et l'Auvergne-Bernois. Mhm. Alors, c'est vrai que souvent, on bascule d'un canton à l'autre, on va du côté Auvergne-Bernois, Grindelwald, Interlaken, enfin, c'est au spot. Et on oublie cette petite vallée là sur notre droite, mais qui est une véritable pépite qui est ponctué de petits villages. Et voilà, c'est un petit Val d'Airain, mais germanophone. Une autre aussi que j'aime beaucoup dans le même style, mais sur le versant opposé, c'est le Bintal. Et en fait, moi j'ai un point de repère qui est, qui est assez simple. C'est qu'on sait que on sait que le tourisme quand même est parti de la Suisse, hein, puisque Oui. le pionnier du tourisme, c'est Thomas Cook et ses premiers voyages passés par la Suisse. De ses premiers voyages, eh ben, on a eu, enfin de ses premiers voyages, de cette épopée touristique, il y a eu énormément d'hébergements construits. Et la Suisse, n'ayant pas connu la guerre, a conservé tout son patrimoine hôtelier historique. Et en fait, il y a un point de repère qui est très simple, c'est que là où il y a des endroits, là où il y a des hôtels historiques, donc de la fin du 19e, voire début 20e, c'est qu'il y a un truc, même si on n'en parle pas aujourd'hui. Je suis tout à fait Donc, d'accord. donc voilà, donc vous n'avez plus qu'à aller regarder quels sont les 60 hôtels qui sont classés Suisse Historic Hotel, Oui. qui pour moi est une vraie référence de voyage. Et d'ailleurs, contrairement d'ailleurs aussi à ce qu'on pourrait penser, ces hôtels ne sont pas forcément des hôtels de luxe ou de prestige. Il y en a, mais il y a aussi des lodges à 100 € la nuit, quoi. Voilà. Oui. Redis le site, c'est Swiss Historic Hotel. Ouais, c'est swisshistorichotels.ch. Oui, il me semblait bien. Mais Il oui, est très facile à trouver. oui, oui, oui. De toute façon, on tape hôtel historique, ils Ça sont les sort. premiers à sortir. Mais c'est intéressant que tu parles justement de ces lieux-là, justement. Et du coup, est-ce que tu pourrais me citer 3 lieux pour les voyageurs qui sont en quête d'originalité? Ah, Alors c'est tout, oui, là aussi c'est loin d'Instagram, on est bien d'accord, hein? ouais, là aussi l'originalité c'est finalement assez subjectif. Moi j'aime bien aller chercher l'extraordinaire dans l'ordinaire. Mmh. Euh, j'ai envie de dire un village en tout cas que je trouve justement très original, c'est Saillon en Valais.
toujours. On connaît beaucoup cet endroit parce qu'il y a des bains thermaux qui sont assez réputés. Oui. En revanche, on connaît moins son village, qui est un bourg médiéval vinicole, qu'on on pourrait trouver d'autres bourgs médiévales vinicoles dans d'autres cantons. C'est pas ça qui fait son originalité. Son originalité, c'est que ce village a 3 lieux vraiment insolites, qui On sont t'écoute. assez. Alors, je peux pas tout dévoiler quand même. Allez, un des trois. Allez, un des trois. Je peux pas tout dévoiler parce que je suis quand même sous le couvert encore quelques jours. Ah, parce que ça, c'est un des lieux qu'on va retrouver dans ton livre, voilà. alors. Les trois lieux, en tout cas, seront retrouvés. Mais par exemple, un des lieux est un lieu qui appartient aujourd'hui au Dalai Lama et qui a appartenu à l'abbé Pierre. Ah ah, ça titille. Voilà, et qui est cadastré comme étant la plus petite vigne du monde. Ah ah. Mais c'est plus que ça. Mais c'est plus que ça. Après, je pourrais en donner un deuxième, comme ça. Il y a un endroit, il y a une falaise où on voit des gros trous, où on peut randonner jusqu'à ces gros trous dans la falaise. Et en fait, il y a un point commun entre ces gros trous et l'Opéra Garnier. Ah ah. Voilà. Je ne sais pas. Le troisième, c'est là, j'ai parlé des bains, hein, des bains de saillants, les bains thermaux. Bah, forcément, il y a une source. Hein. Forcément. La source, en fait, était un lieu très prisé de Gustave Courbet. En fait, c'est ces petits lieux comme ça qui sont complètement méconnus, mais qui racontent, enfin, qui sont méconnus, qui sont connus des locaux, mais hors des radars, comme ça, mais qui racontent vraiment de belles histoires. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est les histoires qu'il y a derrière les lieux. Si quelqu'un s'est intéressé à un lieu, encore une fois, il y a 100 ans, il y a 150 ans, c'est qu'il y a un truc. Je suis d'accord. C'est qu'il y a un truc, et c'est ça qui m'intéresse, d'aller se dire, mais pourquoi lui, il a peint ça? Pourquoi lui, il a écrit sur ce lieu? Pourquoi, enfin lui ou elle, hein, mais voilà, pourquoi on a parlé de ce lieu? Et du coup, je vais aller chercher les histoires qui sont derrière, et ça permet de découvrir des villages sous un autre regard. Et de ne pas s'arrêter à la première lecture d'un village. Ça, c'est vraiment ce qui te caractérise. C'est vraiment. Oui, je crois aussi. Oui, je crois aussi. C'est clair. Donc. Voilà, je ne sais pas, tu m'en as demandé d'autres, hein, il me semble. Hein, mais, non, mais on est bien. Pour moi, tu vois, après, je voulais te demander des lieux uniques, mais ça, en fait, tu viens de résumer tout ça dans ta phrase. Donc, c'est vrai qu'on pourrait en raconter d'autres, bien sûr. On pourrait parler. Moi, j'aime bien, par exemple, les bis. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément autre part. C'est quand même ça aussi. Ça a toute une histoire. Pourquoi c'est là? À quoi ça servait? Voilà. C'est pas un lieu. Alors, c'est un outil de travail, finalement. C'est un patrimoine, effectivement. C'est un patrimoine qui est vraiment un symbole valaisan, mais qu'on peut retrouver ailleurs dans le monde. Hein. Ah, il y en a dans d'autres endroits? Oui, en fait, on va les retrouver sous des autres noms, mais par exemple, toutes les îles de la Macaronésie ont des bis. À Madère, on va parler de l'Evada. Au Cap-Vert, il n'y a pas vraiment de nom, on dit on creuse. Voilà, quoi. Mais ce qui est intéressant plutôt, enfin, moi, ce qui m'a toujours frappé dans ce truc-là, c'est de voir en fait ces choses qui sont historiques, sur un point de la planète, mais qui sont toujours d'actualité sur un autre point de la planète, quoi. Ah bah, clairement. C'est et pourtant c'est pas récent comme invention. Alors les bis du Valais, ils sont du XIIIe siècle. Et pour ceux en fait qui savent pas ce que c'est, ce sont des petits canaux d'irrigation qu'on creuse et qui permettaient en fait d'acheminer l'eau des glaciers à travers les cultures. Parce qu'on dit en fait qu'au XIIIe siècle, le Valais était aussi sec que le désert de Ouagadarda. Ça, c'est ce qu'on dit.
Qu'est-ce qu'on dit? Écoute, on n'était pas là. Ouais, c'est ça. On n'était pas. Écoute, toi, ça fait quoi? 38 ans que tu as dit que tu étais là? Moi, 28. 35. 35, moi, 28. Ah, voilà, ils ont un peu d'avance, c'est tout. Hein. Mais bon. Maintenant, on va parler un petit peu des expériences, des activités, tout ça, puisque quand on vient dans un pays, bah, c'est ce qu'on a envie de voir. Est-ce que tu connais des hébergements? Alors là, vraiment, on part sur de l'insolite. Est-ce que tu aurais des hébergements un peu insolites à recommander? Alors pour moi, un hébergement insolite, ça serait quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Oui. Donc, ben voilà, dormir dans les arbres, la bulle, tout ça, on le retrouve, c'est des concepts. Pour moi, un hébergement insolite, ça pourrait être passer une nuit à l'alpage, tout simplement. Monter dans un alpage et passer la nuit dans un gîte d'alpage aménagé en version agro-touristique. Et ça, on en a quelques-uns en Suisse. Ça pourrait être aussi passer la nuit dans une cabane en pleine montagne. C'est vrai qu'on pense toujours que c'est inaccessible, mais il existe des cabanes qui sont accessibles à des... Alors, cabane, c'est un refuge de montagne, mais Garnier. Et puis, il existe des cabanes qui sont vraiment très accessibles, quoi, en quelques minutes de marche sans effort particulier. Et ça, je trouve que pour moi, c'est une expérience insolite que de dormir à 2500 mètres d'altitude et puis de faire un coucher de soleil à la montagne, un lever de soleil à la montagne, quoi. Et sinon, un insolite que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup pour l'avoir testé il y a quelques années, c'est Arbocamp. Ce sont des tentes suspendues dans les arbres, dans des forêts de mélèzes. Et ce que j'aime bien dans leur hébergement insolite, c'est que c'est vraiment une expérience à part entière, en fait, qui se déroule un peu comme une surprise. C'est-à-dire que les camps, en fait, changent, les tentes changent d'emplacement régulièrement. Et en fait, ils donnent les coordonnées GPS pour y accéder. Et c'est vraiment en plein milieu d'une forêt, généralement au-dessus de Martigny, qui est une ville du Valais. Et voilà, quoi. Enfin, ouais, c'est des tentes suspendues, accrochées aux mélèzes. Oui, je crois qu'ils sont pas commencés à Champéry. Non, c'est pas le même concept. Ah, c'est pas le même concept. Ah bah pardon. Non, Arbocamp, c'est vraiment unique. C'est les seuls à faire ça, la tente suspendue. Et c'est un couple de petits jeunes que j'adore parce que justement, on est dans l'hébergement insolite, mais on n'est pas dans le concept marketé. Et c'est ça qui me plaît. Ouais. C'est vraiment, toi, sortir des sentiers battus, mais vraiment, c'est quelque chose de très authentique. Ouais, c'est vraiment, voilà, ils prônent la proximité, le local. Enfin, il y a vraiment une démarche très vertueuse dans leur hébergement. Et ça, j'aime beaucoup. Ce que je trouve parfois peut faire défaut dans l'hébergement insolite, c'est qu'on conceptualise et ça devient un véritable produit marketing et ça en perd un peu. Voilà. Mais ça, ce n'est que mon avis. Non, mais c'est bien à savoir parce que toi, tu vas vraiment pousser justement tes visiteurs, tes hôtes, tes clients dans le sens vraiment de la proximité du local au maximum et tu as été chercher vraiment des adresses dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas de... Tout testé. Oui, c'est très bien. Alors, comme tu as des hébergements insolites qui sortent vraiment de l'ordinaire, qu'as-tu à nous proposer comme activité maintenant insolite, justement, qui sortent vraiment de l'ordinaire? Je sais pas si ça sort vraiment de l'ordinaire, mais pour moi, s'il devait y avoir une activité à faire, ça serait de prendre le train, de prendre un train historique et de voyager à bord d'un train. Ouais. Et, parce qu'en fait, les trains, certains trains historiques sont pas des lignes touristiques, sont utilisées aujourd'hui par les locaux, alors qu'elles étaient des lignes touristiques autrefois.
Elles sont pas utilisées par les touristes, mais par contre, ouais, c'est plus qu'un voyage, quoi. C'est traverser des endroits qu'on ne verrait pas autrement. Je sais pas, moi, je pense par exemple à la ligne du, euh, du Châtelard Express. Ah, voilà, tu vois, je suis comme les anciens, moi je dis le vieux nom, mais le vrai nom c'est Mont Blanc Express, qui en fait relie Martigny à Chamonix en passant par la vallée de Trient. Mais ce voyage en train, mais il est juste incroyable, quoi. Il est à On couper le traverse souffle. des gorges, des passerelles. Ouais, et ça, pour moi, c'est vraiment une activité euh, à faire qu'on va pas retrouver ailleurs, quoi. Non. Non, parce que les paysages, c'est quand même des paysages bien particuliers. Mhm. Rien que la Mais après, montée déjà depuis Martigny, c'est déjà particulier. c'est particulier, ouais, vraiment. Ouais. Donc voilà, mais après, c'est vrai qu'on pourrait en trouver plein d'autres finalement. Je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont assez typiques de la Suisse, en tout cas des locaux en Suisse, en termes d'activité. Mais ça va être des moments, des traditions. Ouais. Notamment, allez, ça c'est pour mon petit coup de cœur à moi, notamment participer par exemple à un carnaval qui est quand même très traditionnel, qui a vraiment, qui n'est pas fait du tout pour les touristes, mais qui est fait par les habitants dans leur tradition. Donc, je pense plus particulièrement au carnaval des Volaines, qui est un carnaval intense qui dure sur plusieurs semaines et qui est là pour chasser les mauvais esprits de la montagne, on est bien d'accord, chasser l'hiver. Je ne me trompe pas. Non, c'est juste, c'est juste. Et donc, dans ce carnaval, on peut dire que les habitants se déguisent sans pluche ou sans paille. Donc les pluches, ça veut dire qu'ils se mettent des peaux de bêtes. Je ne sais pas si maintenant elles sont tannées ou pas. Moi, Non, non. Mais en fait, je crois qu'il y a une phrase qui résume. Moi, j'aime beaucoup la phrase qui résume ça, c'est qu'en fait, ça ne s'explique pas. Mais non, ça Ça se se vit. vit. Et c'est tellement ça. Et, Mais surtout qu'il y a la préparation avant, il y a les mais en même masques. temps, on dit ça, mais quelqu'un qui viendrait pour la première fois et qui tombe là-dessus et qui n'en a jamais entendu parler, franchement, c'est déroutant, il comprend rien. Donc, mon conseil, ça serait faites toc-toc à un local et demandez-lui ce qui se passe. Faites-vous accompagner sur ce coup-là pour la Ouais, première. Faites-vous faites-vous accompagner. accompagner parce que sinon vous passez. Enfin, on comprend pas parce que justement il y a pas de protocole, c'est pas un carnaval avec défilé. Enfin, c'est un. Ouais, ça s'explique pas. C'est comme Non, ça. c'est vrai, ça s'explique pas, ça se vit, surtout que c'est quand même, ils y pensent peut-être pas toute l'année, mais un bon bout de l'année, puisque faut tailler les masques dans le bois, enfin, je veux dire, non, c'est quelque chose de vraiment très intense et surtout qui compte. Alors, à l'heure d'Instagram, puisque ce soir on est sur Instagram, donne-moi les lieux où surtout il ne faut pas aller car c'est Instagrammable et donne-moi des pendants à ces lieux Instagrammables. Je pense notamment à Interlaken, des choses comme ça qui sont très Instagrammables et qui ne sont pas spécialement. Ah ouais. Ah, c'est Ouais, marrant, j'aurais pas mis Interlaken dans les lieux Instagrammables. non, non, je suis d'accord, c'est pas très beau, mais les tours sont quand même, les environnements sont très beaux. Mhm. Mais en fait, je suis pas sûre qu'on puisse finalement éviter les lieux Instagrammables, puisque s'ils le sont, c'est qu'il y a qu'il y a une beauté, mais peut-être d'aller la chercher à un autre moment. Euh, Ouais. je pense par exemple aux lieux naturels. C'est plutôt que d'aller sur des lieux naturels comme tout le monde de midi à 15 heures, ben, c'est peut-être de se lever et puis de faire un lever de soleil ou d'être à contre-courant et de profiter de ces lieux justement à contre-courant. Moi, je pense qu'il y a surtout des moments en fait. Quand on parle d'Instagrammabilité, je pense que c'est lié à un moment. Et Ouais, ce alors moment, il est finalement moindre. moi je pense quand même qu'il y a des lieux
qui sont qu'on aime bien voir sur Instagram, mais finalement qui sont tellement banalisés, qui sont abîmés par le monde aussi. Et c'est vrai que je vais avoir un petit peu du mal avec ça, mais après, c'est personnel. Mais finalement, bah, ouais, C'est toi sortons de qui ces vas. clichés-là et trouvons nos lieux instagrammables à nous, parce que finalement, là encore une fois, c'est subjectif finalement, parce que la beauté d'un lieu, elle est partout et ça va dépendre comment on le regarde, quel est le moment, quel est notre ressenti du moment. Il y a une histoire de feeling, quoi. Ouais, mais des fois, tu vois, le biais d'Instagram, c'est un petit peu ça, c'est que Instagram te met des lieux devant les yeux et ça va finalement, tu vas pas aller chercher d'autres lieux. Mhm. Et ça, c'est un peu dommage.